Il est 14 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez cet après-midi pour l'après-info, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Chloé a été retrouvée vivante et en bonne santé dans un camping dans la Marne avec son ex-petit copain. Elle dit être partie volontairement. La jeune fille de 20 ans était portée disparue depuis hier matin. Elle était partie faire un footing à Dammartin-en-Goële, c'est en Seine-et-Marne. Tous les détails dans un instant sur place avec Célia Jusfredi et avec Mélanie Vecchio en plateau. Près de 2000 personnes attendues à Saïs, dans le Tarn, ce samedi pour manifester contre le projet de construction de l'A69, une autoroute qui doit relier en 2025 Castres à Toulouse. En moins d'une heure, un rassemblement autorisé se veut pacifique. Des débordements peuvent-ils tout de même arriver, comme à Sainte-Soline il y a environ un mois. Nous serons en direct sur place. Les urgences de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois passent en mode dégradé ce week-end en raison d'une pénurie de médecins. Seuls les patients transportés par le SAMU et les pompiers pourront être pris en charge. C'est la bonne nouvelle de ce début d'après-midi de ce samedi, le soulagement après des heures d'inquiétude. Chloé, 20 ans, a été retrouvée vivante à Larzicourt dans la Marne. La jeune femme était portée disparue depuis hier matin après être partie faire un footing à Dammartin-en-Goële. C'est en Seine-et-Marne. Célia Jusfredi, vous êtes à Dammartin où une battue était en cours pour tenter de retrouver la jeune fille. On imagine la joie de toutes les personnes à vos côtés après avoir appris la bonne nouvelle. Oui, il y avait énormément de joie. Alors maintenant, tout le monde est parti car la bonne nouvelle a été annoncée. Chloé était retrouvée donc vivante dans le département donc du 51. Si vous voulez un peu imaginer la scène, 250 personnes se sont rendues ici et ont commencé les battues juste dans les champs que vous voyez sur les images de Léa Caboche. Il y avait plusieurs groupes de battues car il y avait des zones un peu de forêt, de buissons et plus d'autres zones plus dans les champs. En tout cas, c'était vraiment un soulagement pour la plupart des gens qui sont venus ici pour cette battue. Je suis avec Kevin qui est venu ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est un soulagement d'apprendre qu'elle a été retrouvée vivante? Ah oui, c'est un soulagement parce que on était tous inquiets. Il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées. Moi, par exemple, j'habite pas du tout à côté. J'ai surtout appris que c'était une confrère judocate. Donc du coup, ça donne un peu plus de boost pour se dire qu'il faudrait aller la retrouver. Et puis au moins, on est tous rassurés qu'elle a été retrouvée en bonne santé et que moi, il n'y ait pas de souci là-dessus. Vous avez fait la battue. Qu'est-ce que vous avez fait? Expliquez-nous. Nous, ils nous ont envoyé dans les broussailles là-bas, des ronces, plus de chaussures, plus de jambes. Donc au moins, on a appris la bonne nouvelle en plein milieu des ronces. En plus, devant moi, je voyais que c'était un gros tas de ronces. Donc dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai fait demi-tour. Au moins, ça m'a évité de tuer toutes mes chaussures et tout ça. On voyait qu'il y avait beaucoup de sourires autour de nous. C'est vraiment la joie en ce week-end. Ah, franchement, ça a été la joie. Quand on a vu tous les sourires plutôt que les pleurs de ce matin, c'était beaucoup plus rassurant, effectivement. Merci, maintenant vous pouvez rentrer chez vous après cette bonne action aujourd'hui. Voilà, tout le monde est ravi aujourd'hui d'apprendre que Chloé a été retrouvée vivante. Maintenant, les gendarmes l'ont annoncé, elle va devoir être auditionnée après la fugue, car c'est les premiers éléments de cette enquête, c'est que la jeune fille aurait fait une fugue aujourd'hui. Célia, on rappelle également, puisque vous parliez des forces de l'ordre, elles étaient massivement mobilisées pour retrouver la jeune fille ce matin encore. Oui, massivement mobilisés. Hier, 175 gendarmes étaient mobilisés. Aujourd'hui, ils étaient plus d'une centaine sur la zone. Il y avait aussi une brigade cynophile avec 2 chiens de race Saint-Hubert pour essayer de retrouver la trace de Chloé dans la ville, mais aussi dans la forêt où elle avait l'habitude de faire son jogging. Des plongeurs avaient également analysé les cours d'eau, les points d'eau qui étaient situés dans la forêt aux alentours. Alors, énormément de moyens mobilisés. Un hélicoptère a aussi survolé la zone. Ils étaient très nombreux à être mobilisés encore ce week-end pour retrouver Chloé. Merci beaucoup Célia Jusfredi, donc à Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne pour BFM TV avec Léa Caboche. Mélanie Vecchio est avec nous du service police-justice de BFM TV. Chloé a donc été retrouvée vivante et en bonne santé, Mélanie, dans un camping dans la Marne, plus de 24 heures après sa disparition. Que sait-on exactement? Eh bien cela, c'est qu'elle a été retrouvée dans un camping dans la Marne. Elle était accompagnée visiblement, en tout cas c'est pas un départ qui a été forcé, c'est ce que justement nous disent les enquêteurs et le procureur de la République de
mot, c'est qu'elle est partie d'elle-même, que c'était quelque chose visiblement de programmé. Et quand elle a été justement confrontée aux gendarmes, puisque les gendarmes ont réussi à remonter sa piste, à remonter sa trace, eh bien, elle s'est tout simplement pas justifiée, pas expliquée, parce que c'est une personne majeure, parce qu'elle n'a pas à le faire, mais elle a tout simplement indiqué aux gendarmes qu'elle n'avait pas pris conscience du dispositif, qu'elle pensait que ce dispositif de gendarmerie, ce dispositif de recherche allait être levé. Donc visiblement, elle n'avait pas ouvert la télévision et vu qu'il y avait 250 personnes qui étaient mobilisées à sa recherche. 100 gendarmes, ce dispositif hier, donc il était de 75 gendarmes, aujourd'hui 100 gendarmes, que ce dispositif était conséquent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Chloé va être entendue, pas dans les minutes qui suivent, pas dans les instants qui suivent. On le rappelle, elle est majeure, elle peut partir quand elle veut, elle peut faire ce qu'elle désire. Pourquoi est-ce qu'une enquête a été ouverte? Parce que c'est sa mère qui vient signaler justement sa disparition à la gendarmerie et dit que ça n'est pas dans ses habitudes, que c'est une personne qui est extrêmement proche de sa famille et qui est très proche de son petit frère, de ses 2 petites sœurs, qu'elle allait entamer un nouveau travail. Elle travaille dans un EHPAD, qu'elle travaillait déjà dans un EHPAD, qu'elle allait travailler, se rapprocher de chez elle, qu'elle faisait des vacations, qu'elle avait pour projet notamment de partir en vacances avec sa famille aujourd'hui, que c'est une jeune fille pleine de vie, donc qui n'a pas de tendance suicidaire. Donc tout cela, de manière mis bout à bout, eh bien, a fait que l'enquête a été ouverte pour disparition inquiétante, parce qu'il y avait une vraie inquiétude de la part de ses proches, de la part des enquêteurs également. On a vu, puisque ça a été pris extrêmement au sérieux, avec ses battues, avec ses recherches, avec ce déploiement d'hélicoptères, de drones avec caméra thermique. Et finalement, eh bien, la jeune Chloé puisqu'elle était âgée de 20 ans, a été retrouvée saine et sauve dans un camping de la Marne, donc non loin de l'endroit où elle a disparu. Une disparition qui a été donc volontaire. Et c'est donc auprès de son ex-petite amie qu'elle a été retrouvée dans ce camping. Pour l'instant, on a très peu d'informations là-dessus. En tout cas, elle n'était pas toute seule. Visiblement, ce serait avec son ex-compagnon qu'elle a été retrouvée. Et c'est justement via la téléphonie mobile qu'elle a été retrouvée, puisque on sait que cette jeune femme avait 2 téléphones portables, que c'est des téléphones portables. Ses amis nous disaient que parfois elle venait au travail sans ces 2 téléphones portables et que ça ne les étonnait pas plus que ça qu'elle ne les ait pas avec elle ce jour-là quand elle allait courir. Sa mère a confirmé qu'un des 2 téléphones avait été confié à un proche de la famille et qu'un autre était resté à la maison. Et donc, cette jeune fille était partie sans téléphone portable. Les enquêteurs ont dit qu'ils avaient justement remonté cette piste grâce à la téléphonie mobile. Ils ont trouvé une 3e ligne. On ne sait pas si elle lui appartient. On ne sait pas si elle appartient à la personne avec laquelle elle est partie. En tout cas, c'est grâce à cette téléphonie mobile, c'est grâce à ce téléphone mobile, au bornage, qu'ils ont réussi à remonter sa piste et à se rendre justement dans ce camping de la Marne. À Larzicourt dans la Marne, dans ce camping, ce téléphone qui a borné. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, bien sûr, Mélanie. Nous sommes en direct avec le général François Daoust. Merci, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. C'est le scénario idéal et rêvé des enquêteurs. Oui, c'est le scénario idéal pour la famille, pour la jeune fille et pour les enquêteurs. Parce que, eh bien, elle est toujours vivante. Ce n'est que, apparemment, on peut appeler ça une fugue ou pas, on verra. Ça, c'est le reste de l'enquête qui le dira. Toujours est-il que ça se termine bien. Et pour préciser les choses, dès le départ, les enquêteurs travaillent sur plusieurs hypothèses. Celle de la fugue ou du départ volontaire en fait partie. Il y a comme ça des petites cellules, chacun travaillant sur l'hypothèse, et quand on est dans une cellule sur son hypothèse, eh bien on déroule tous les fils qui sont les téléphonies, le contact avec les anciens compagnons, les nouveaux compagnons, les proches de la famille, les amis, etc., etc. Et c'est celle-là qui finalement a privilégié les autres. Et tant mieux pour la famille, tant mieux pour Chloé. Général, on aimerait comprendre également comment les enquêteurs travaillent en ce qui concerne le bornage, puisque c'est grâce à un téléphone mobile. Alors peut-être pas le sien, on ne sait pas encore, l'enquête le dira, mais en tout cas c'est comme ça que Chloé a été retrouvée. Alors, le bornage va travailler sur des téléphones. Quels sont les téléphones? Et les téléphones connus, en l'espèce, c'est dans l'environnement qui a été fait de Chloé, c'est quels sont ses amis, son petit ami, son ex-compagnon, les téléphones de la famille et
on regarde où tous ces téléphones connus ont borné. Et à partir de ce moment-là, comme on va prendre contact avec eux, on va les suivre, etc., eh bien, ça va apporter des réponses. Et ces réponses, ça permet de voir que un des téléphones, eh bien, était le bon, c'est-à-dire peut-être celui de son ex-compagnon avec qui elle était. Et quand l'enquête se précise pour le contact avec le compagnon, c'est là qu'il tombe sur Chloé. Les gendarmes vont entendre Chloé. On le rappelle, on le disait, la gendarmerie a engagé de très importants moyens de recherche, lancé un appel à témoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une fois comme ça, que l'on retrouve une personne vivante et en bonne santé, bien sûr, le soulagement, c'est une bonne nouvelle, mais aussi le fait que ça ait mobilisé beaucoup de personnes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, on va réprimander la personne pour avoir mobilisé autant de moyens ? Alors, ça appartiendra au procureur de la République des suites à donner en fonction des déclarations de la personne. C'est-à-dire que si elle a monté de toutes pièces, comme on a pu le voir dans certaines affaires, faire une fausse déclaration et qui a généré des recherches, etc., c'est même punissable pénalement. En l'espèce, elle n'a pas fait de déclaration en amont et c'est simplement soustraite à la surveillance de sa mère. Elle est majeure. Elle n'avait pas à justifier de son emploi et c'est la machine qui s'est mise en place pour voir toutes les hypothèses, dont celle, hélas, la plus tragique, et il fallait travailler rapidement. Donc là, le procureur appréciera en fonction des déclarations faites par Chloé s'il classe ou s'il va faire ne serait-ce qu'une réprimande, et une réprimande, ce qu'on pourra appeler, avant on appelait ça un rappel à la loi, qui est une admonestation verbale pour rappeler chacun à ses devoirs et au respect de la loi. Merci beaucoup, Général François Daoust, de nous avoir apporté ces précisions. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'IRCGN, du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Évidemment, c'est le soulagement à Dammartin-en-Goël cet après-midi. Après avoir donc retrouvé Chloé, le maire de la commune se dit évidemment réjoui. Écoutez, on peut que se réjouir de cette nouvelle. Voilà, c'était une bonne nouvelle. Le commandant d'opération a fait annonce justement qu'on a retrouvé Chloé saine et sauve, ce qui était le plus important, voilà, comme issue. Moi, je l'ai appris. On m'a appelé. J'ai vu qu'on m'a parlé qu'il y avait eu une diffusion sur les réseaux sociaux. Et puis peu de temps après, ça a été confirmé par le commandant d'opération. Nous reviendrons bien sûr dans nos journaux cet après-midi donc sur cette bonne nouvelle. Chloé, 20 ans, qui a été portée disparue depuis hier matin, qui a été retrouvée vivante et en bonne santé dans un camping dans la Marne en tout début d'après-midi. Dans l'actualité également, des écologistes manifestent ce samedi contre un projet d'autoroute dans le Tarn, un projet de tronçon de 53 km entre Castres et Toulouse. Rassemblement sous haute surveillance, un mois après les violences de Sainte-Soline. 800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Chloé Giraud, vous êtes sur place à Saïs pour BFM TV dans le Tarn. C'est une manifestation autorisée. Ambiance calme et festive autour de vous ? Tout à fait, je vous confirme depuis ce matin, c'est une ambiance festive et familiale. Vous l'entendez peut-être derrière moi, il y a un concert de percussion. Il y a eu tout à l'heure aux alentours de midi des prises de parole et désormais on s'apprête donc à prendre le départ ici, départ donné à 14h. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont réunies ici. On est avec Morgane qui est militante pour Action non violente COP21. Bonjour Morgane, vous nous confirmez depuis ce matin, c'est une ambiance festive et familiale. Bonjour, oui exactement. Il y a de la musique, les gens sont là, discutent, on est là pour se former et pour c'est un bon moment, même si on est là pour manifester et se mobiliser, ça ne faut pas l'oublier. Alors le chantier de la 69, il a déjà commencé, mais vous vous mobilisez. Pour vous, il n'est pas trop tard pour que les choses changent? Non, il n'est pas trop tard tant que c'est pas fini. Donc là, on va tout faire pour que le projet ne vienne pas à bout et qu'on puisse protéger ces espaces qui sont autour. Qu'est-ce qui pose problème pour vous avec la construction de cette autoroute? En fait, c'est une aberration tant au niveau écologique que social, parce que déjà, au niveau de tous les agriculteurs et agricultrices qui sont soit obligés de vendre leur terrain ou sont expropriés de leur terrain, enfin déjà ça c'est pas normal. Et en plus, tout ce qui est bétonisation, à un moment on a dit il faut arrêter l'artificialisation des sols si on veut pouvoir s'en sortir et inverser la courbe du réchauffement climatique. Donc là, stop, arrêtons de tout bétoniser. On a déjà une route qui fonctionne pour 15 minutes, ça vaut vraiment pas la peine de détruire toute cette... Qu'est-ce que vous
répondriez aux gens qui sont plutôt pour cette route, qui l'empruntent pour aller travailler quotidiennement ou en tout cas plusieurs fois par semaine? Je leur dirais de se questionner sur qu'est-ce que c'est 15 minutes dans une vie en fait, et est-ce que ça vaut le coup, quel avenir ils veulent pour eux, pour leurs enfants, pour leurs proches. Et donc voilà, se questionner sur ces 15 petites minutes. Merci beaucoup Morgane. Voilà donc pour cette manifestation qui se déroule pour l'instant dans un cadre extrêmement festif et familial et dont on s'apprête à prendre le départ. Merci beaucoup Chloé Géraud avec Valentin Rivolier et Lénaïque Gouirec. François Pitrel, journaliste environnement BFM TV, est avec nous cet après-midi pour parler de ce projet. Donc la construction de cette A69 entre Castres et Toulouse prévue l'année prochaine. De quoi s'agit-il? Alors c'est une autoroute donc de 53 km en 2 fois 2 voies parce qu'aujourd'hui il y a une route nationale qui parfois est en 2 fois 2 voies mais pas tout le temps. C'est un projet qui coûtera à peu près 500 millions d'euros, essentiellement sur des fonds privés. Donc le financement de cette autoroute a été à un moment porté par le public et puis finalement il s'est retiré. Donc là aujourd'hui c'est quasiment en très grande majorité des fonds privés. Il y est censé circuler sur cette autoroute environ 8000 véhicules par jour et le coût de cette autoroute, de ce trajet autoroutier, ça sera environ 17 € pour relier Castres à Toulouse contre 0 € ou en tout cas 1,80 € si on prend la rocade toulousaine aujourd'hui. Ça fera gagner du temps, ça peut permettre de développer l'économie d'après les promoteurs du projet et il y a des compensations écologiques qui sont avancées. Près du quart du budget de cette autoroute va être destiné à compenser les désagréments sur l'environnement de la construction de cette autoroute. Pourquoi il est si contesté ce projet, François? Parce qu'il y a une sorte de dissonance entre ce qu'annonce le gouvernement, les engagements que prend la France au niveau international, qui dit vouloir baisser les gaz à effet de serre, et engager des travaux autoroutiers qui vont permettre à plus de véhicules de circuler et donc d'émettre plus de pollution, plus de gaz à effet de serre. Donc il y a cette dissonance et donc ce projet, en fait, il est un peu daté. Il a plusieurs dizaines d'années et s'il était monté aujourd'hui, peut-être que d'autres alternatives auraient été envisagées. D'ailleurs, c'est ce que demandent pas mal de militants écologistes, c'est de dire que l'hypothèse de faire par exemple une ligne de train entre Castres et Toulouse n'a jamais vraiment été étudiée. Or, des rails existent déjà sur ce secteur. Et puis, le coût de cette autoroute est aussi largement contesté. C'est très cher. Une commission d'enquête qui avait été menée par le tribunal administratif de Toulouse avait d'ailleurs noté que le coût de cette autoroute était dissuasif pour les usagers occasionnels, mais même les usagers réguliers. Donc, beaucoup d'arguments qui sont donnés, on va dire, assez pragmatique. On n'est pas forcément sur de l'idéologie. Il y a peut-être des alternatives qui n'ont pas été assez recherchées. Merci François Pitrel pour ces précisions. Écoutez, François-Xavier Loche, le préfet du Tarn, il était l'invité de BFM TV. Il espère une manifestation calme cet après-midi. Cette autorisation, je l'ai donnée après un long dialogue avec les organisateurs, des engagements réciproques de part et d'autre, et du côté des organisateurs que cette manifestation se passe bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien se passer? C'est éviter évidemment les atteintes à l'ordre public, à nos gendarmes, à nos policiers, au matériel du groupe qui construit l'autoroute à Tosca, aux institutions. Moi, j'ai pris les déclarants et les organisateurs de la manifestation au mot. Ils me parlent d'une manifestation pacifique et familiale. C'est ce que j'espère ce matin de tous mes vœux. Nous sommes en direct avec Thomas Braille. Bonjour, merci d'être avec nous, militant associatif et fondateur du groupe national de surveillance des armes. On vient d'entendre le préfet. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à ce projet? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur 2-3 éléments dont vous avez parlé. En fait, on parle de rassemblement de personnes, des écolos. C'est pas du tout des écolos. Là, il y a des pères de famille, il y a des personnes comme vous et moi. Ce sont des citoyens qui ne veulent pas de ce projet. Et en fait, ce projet, il est regrettable, comme vous le disiez, il a une trentaine d'années, il est complètement anachronique aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie de continuer à abîmer 400 hectares agricoles aujourd'hui, qui sont les terres les plus fertiles du bassin? Vous savez, là, toutes ces personnes qui sont mobilisées ici aujourd'hui, ce sont des personnes qui attendent juste qu'il y ait des bonnes décisions qui soient prises et qu'on arrête un petit peu de continuer à artificialiser. Et je vous entendais aussi parler de compensation par rapport à quand on fait des dégradations sur l'environnement. Sachez une chose, c'est qu'en fait la compensation, ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'un espace qui est dégradé, il est perdu à jamais. On ne peut pas compenser ailleurs, c'est pas possible. Donc cet espace, il sera perdu. Ça a été des millénaires pour constituer des sols.
eh bien, ce sera des millénaires à nouveau pour qu'ils se reconstituent si on vient à dérouler du bitume dessus. Thomas Braille, ce week-end donc, est consacré à cette mobilisation à Saïs. Qu'est-ce qui est mis en place ? Alors, qu'est-ce qui est mis en place? Beaucoup de conférences. Là, on vient d'entendre M. Cassou, qui est expert pour le GIEC, qui nous a parlé. Beaucoup d'élus ont pris la parole aussi. Il y a donc les soulèvements de la terre. Il y a des associations qui œuvrent pour un monde meilleur demain, quoi. Et voilà, cet après-midi, il va y avoir une grande marche festive avec une course de caisse à savon sur un axe qui va être fermé par les forces de l'ordre. Ça va être ce soir des concerts. J'ai envie de dire arrêtons de gouverner par la peur, s'il vous plaît. Je pense qu'on a assez dérouillé pendant 2 ans. Les gens, ils ont juste envie d'être bien, d'être entre eux, qu'on communie les uns avec les autres. Parce que à ce rythme-là, diviser pour mieux régner, ça fonctionne pas. Ça donne aujourd'hui le tempo de ce que les manifestations prônent aujourd'hui. Donc arrêtons un petit peu et essayons de réparer les fuites du bateau parce qu'on est tous dans le même. Donc voilà, il faut qu'on s'y mette tous ensemble et au moins on pourra s'en sortir, quoi. Voilà. Merci beaucoup Thomas Braille d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Selon les organisateurs, 4800 personnes sont réunies cet après-midi dans le Tarn. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron a promis cette semaine qu'il allait désaturer les urgences des hôpitaux d'ici fin 2024. La tâche s'annonce immense. Exemple très concret ce samedi, l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, pas très loin de Paris, dont le service des urgences est fermé temporairement. Il couvre un bassin de population de 400 000 habitants. Justine Fontaine, vous êtes sur place. Il n'y a plus assez de personnel pour accueillir les personnes en urgence. Oui, conséquence, depuis hier, en fin de journée, aucun patient piéton, c'est-à-dire les patients qui arrivent par leurs propres moyens, n'est admis au service des urgences. Seuls les patients qui arrivent en ambulance ou avec les pompiers peuvent intégrer le service. On a croisé une jeune femme qui arrivait un petit peu plus tôt par ses propres moyens. Elle se plaignait de douleur. Eh bien, elle a dû faire demi-tour et elle a été réorientée vers une maison médicale pour être vue par un médecin généraliste. Alors forcément, les soignants sont à bout. Ils déplorent cette situation dramatique. Et on a aussi croisé un ambulancier qui a l'habitude d'amener des patients ici, à l'hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Il nous explique qu'en fait, ces derniers mois, le manque de personnel dans les hôpitaux, eh bien, ça a créé parfois des situations pour lui où il doit faire 3-4 établissements de santé avant de trouver une place pour son patient. Je vous propose de l'écouter au micro de Juliane Roland. C'est dramatique, surtout qu'on a besoin de médecins, on a besoin de soignants, c'est quelque chose de très très important. La santé, ça reste, je crois que c'est la chose la plus importante. Donc, c'est pas facile pour nous. Je suis attristé parce que dans le fait qu'il peut y avoir des gens qui, par exemple, qui ont des douleurs thoraciques, qui vont être dans une ambulance, qui vont faire 2-3 hôpitaux et qui, à la fin, qui peuvent arriver à une conséquence dramatique. Et qu'est-ce qu'on dirait, la faute sera tombée sur qui, en fait? C'est ça le problème. On ne sait pas sur qui la faute tombera. Et c'est dramatique, ouais, c'est très dramatique. Voilà, alors ce délestage doit se terminer lundi à 8h du matin, mais jusqu'au 2 mai, toutes les nuits de 18h à 6h du matin. Les urgences adultes seront fermées. Lors de ces périodes, eh bien, les personnes souffrantes sont amenées à appeler le 15, le numéro d'urgence, afin d'être orientées vers un établissement du secteur. Merci beaucoup Justine Fontaine en direct d'Aulnay-sous-Bois avec Juliane Roland pour BFM TV. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Notamment, on parlera de cette bonne nouvelle cet après-midi. La jeune Chloé, 20 ans, qui avait été portée disparue hier matin après son jogging, a été retrouvée par les gendarmes dans le département voisin, dans la Marne. On en parle et on vous donne tous les détails dans quelques minutes. À tout de suite. Votre programme avec Iseki, les tondeuses puissantes. Iseki, les tondeuses pro pour tous. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installez chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Quando è notte a più voci dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous.
Ça continue. Chez Ixina, comme on s'adapte à tous les budgets, on continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers sur votre nouvelle cuisine. Ixina, oui à vos rêves. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids avant l'été. En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins avant l'été. C'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre des kilos superflus avant l'été. La solution, c'est Comme J'aime Express. Alors appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Papa, tu peux aller à la fête foraine samedi? Ah bah non, on devait tous aller à l'aquabike. Émile Durand? Oui, c'est ça. Je vais me rapprocher d'Émile en Léo, et une fois qu'on se rapproche, je lui dirai que je suis Marilus. Tu arrêtes avec Léo et on reprend une vie normale. Ça a un peu trop bien marché mon plan. C'est pas drôle. On a tous une bonne raison de choisir les croquettes sans céréales Ultra Premium Direct. Fabriquées en France, livraison express jusqu'à 40% moins cher. Commandez vos croquettes sur ultrapremiumdirect.com et profitez de moins 10% avec le code TV. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspirateur le plus puissant de Dyson nettoie en profondeur, idéal pour les foyers avec animaux. C'est la saison des allergies. Découvrez aussi nos purificateurs d'air. Rendez-vous sur Dyson.fr. C'est pas rentable les panneaux photovoltaïques. Eh non. Faux. Pour profiter de notre offre, appelez le 3620 et dites InnoGreen. InnoGreen pour être sûr de ne pas se tromper. En ce moment, la BMW Série 2 Active Tourer est à partir de 490 € par mois sans aucun apport. Disponible également en hybride rechargeable. Oh là, vous êtes bien sage aujourd'hui. Ça va? Ah non, pas monter sur le canapé. Canapé Modena, le canapé convertible dressé pour s'ouvrir et se fermer rapidement. Retrouvez-le sur conforama.fr. Lancôme, innovation, crème Rénergie HPN 300 peptides, 3 actifs anti-âge puissants, notre plus haute concentration pour régénérer la peau si vite qu'une peau plus jeune. Corrige les rides, réduit les taches et fait lifting visage et cou. 84% des femmes la choisiraient. Et vous? Une semaine d'application offerte sur lancôme.fr. Lancôme. C'est beau comme vous avez l'air amoureux. Moi, ça fait 42 ans que je suis fou amoureux de la même. C'est quoi votre secret? Ça fait 41 ans qu'on s'est pas vus. Tu descends et tu vas retrouver ta Violette, ok? Mais il fait jour. Et alors? Mais tu m'as dit de la retrouver de nuit. Bon, ça va, hein. À tous les coups, vu son âge, elle voit flou. Allez. Orange, bonjour. Puis-je prendre votre commande? Oui, un répéteur Wi-Fi 6, c'est suffisant. Ok les gars, c'est parti. Il me faut un menu open pour 3 personnes avec la fibre et sa Livebox 6, un répéteur Wi-Fi, 3 forfaits mobiles avec remise open et un burger. Rigole, on est parti. Avec Open, composez à la carte votre offre mobile et internet et faites des économies. Vu l'armée, je prendrais bien un petit bouquet film et série en plus. Vous avez envie de perdre du poids? Avec Comme J'aime, dans un mois, vous aurez déjà perdu en moyenne plus de 6 kilos. Et on est tellement sûr que vous allez perdre du poids qu'on vous propose de tester la première semaine sans payer. Si après cette première semaine, vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous ne payez rien. Vous n'aurez qu'à nous retourner les 3 semaines restantes, les frais de retour sont offerts et vous n'aurez rien payé. Oui, vous avez bien entendu, vous aurez testé une semaine sans rien payer. Alors rendez-vous sur le site commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37.
Hybride Vitara, ça ne se raconte pas, ça se vit. Découvrez la gamme Suzuki Vitara Hybride à partir de 249 € par mois. Théo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. Des conditions très agitées pour cette fin de semaine. Déjà pour cette journée de samedi, on a beaucoup d'instabilité avec cette dégradation qui circule sur le pays. On le voit ici, cette bande nuageuse qui s'étend des Pyrénées en montant sur les régions du nord. Et puis associée à ces pluies, on a quelques orages. Donc des conditions très agitées. Et ce n'est pas fini puisque nous allons retrouver pour demain matin cette nouvelle dégradation qui va partir de l'Atlantique, remonter jusque sur la Normandie, une partie des Hauts-de-France également, avec des pluies qui seront soutenues. À l'arrière, ce sera un ciel de traîne assez actif. À l'avant, déjà, quelques nuages, quelques pluies. Ce sera plus calme sur le sud-est du pays en remontant sur les régions de l'Est. Mais dans le courant de l'après-midi, la dégradation va gagner du terrain, plus à l'Est, évidemment. À l'arrière, une traîne qui sera assez active. Et puis là aussi, on aura des pluies bien soutenues sous la perturbation. Localement, de l'orage toujours, accompagné de grêle. Soyez prudents. Et puis ces pluies qui continueront d'épargner le littoral méditerranéen. Un coup d'œil à vos températures pour demain matin. Des valeurs qui seront comprises entre 4 et 14 degrés. 4 à Aurillac, 14 à Biarritz, 11 à Paris. Ça remonte un petit peu et dans le courant de l'après-midi, les températures seront comprises entre 13 et 22 degrés. Ce sera pour Montélimar. Il fera 13 degrés du côté de Rouen. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max. Pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une cet après-midi, cette bonne nouvelle, la fin de la frayeur pour les proches de Chloé, 20 ans, portée disparue hier matin après son jogging à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. La jeune fille a été retrouvée saine et sauve à Larzicourt, dans un camping de la Marne. Un départ volontaire alors que plus de 100 gendarmes avaient été mobilisés au plus fort des recherches. On en parle dans ce journal avec Mélanie Vecchio du service police-justice et notre invité dans un instant, Alain Vasquez. On parlera aussi de ce projet controversé d'autoroute A69 pour relier Castres et Toulouse qui vit sa première journée de mobilisation à l'appel d'associations de protection de l'environnement. Rassemblement sous haute surveillance qui se passe dans le calme. Tout se passe de façon festive pour l'instant. 4800 personnes sont présentes selon les organisateurs. Elle a une également les urgences de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne, contrainte de fermer dès ce week-end. Illustration du manque criant de personnel dans le milieu hospitalier en général. Cette situation inquiète les patients. Ils sont réorientés vers le 15 afin d'être pris en charge. Reportage dans ce journal. Mais tout d'abord, cette issue heureuse après l'alerte sur la disparition inquiétante de Chloé, cette jeune fille de 20 ans, disparue hier matin à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne, alors qu'elle était partie faire son jogging. Célia Jusfredi, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Vous êtes au parc de la Corbie. Une battue spontanée était sur le point d'être lancée pour venir en aide aux gendarmes dans leur recherche. Et c'est finalement dans la Marne, dans le département voisin, à Larzicourt, que Chloé a été retrouvée. Oui, exactement. Ce matin, tout a commencé ici sur le parking que vous pouvez voir juste derrière moi. 200 personnes se sont regroupées ici en attendant les ordres après que la brigade cynophile ait fait son travail ici dans les rues de Dammartin. Un chien de Saint-Hubert était en train d'essayer de retrouver la piste de Chloé. Et on voit ici l'entrée du parc de la Corbie où la jeune fille avait l'habitude de faire son jogging, où elle était allée ce matin, là, hier matin, aux alentours de 6h du matin. On pouvait la voir sur les images de vidéosurveillance. Alors, les 200 personnes sont allées un peu plus bas vers les champs que l'on ne peut pas voir ici, mais les 200 personnes ont donc été réparties en 3 différents groupes pour faire des battues. 3 différents groupes qui ont donc fait une battue dans ces champs. Et puis on a appris la bonne nouvelle en plein milieu de la battue. Chloé a donc été retrouvée dans la Marne, dans un camping. C'est la bonne nouvelle du jour. Les personnes étaient ravies d'apprendre cela, car tout le monde avait peu d'espoir de la retrouver aujourd'hui, mais c'était tous mobilisés. Certains avaient même fait 30
30 minutes de route ce matin pour essayer de la retrouver. Alors c'est la bonne nouvelle du jour. Merci beaucoup Célia Justfredi avec Léa Caboche donc à Dammartin en Gouel en Seine-et-Marne. Soulagement pour les proches de la jeune fille, notamment pour son oncle. Écoutez, il raconte notamment le moment où il a appris l'information. Moi, c'est un ami qui m'a appelé. D'accord. Moi, j'étais en train de chercher en bas à Longperrier et on vient de m'appeler et du coup, je suis remonté voir la parent. Juste, on n'a pas eu votre début de réponse, nous, sur votre état d'esprit. Comment vous vous sentez? Là, maintenant, on est soulagés, là. Ouais, on est content et comme je l'ai dit, on va aller voir avec les parents, tout ça. Bonjour Alain Vasquez, vous êtes commandant de police, ancien chef de groupe à la brigade criminelle. Alors il y a cette bonne nouvelle, aujourd'hui on a retrouvé donc Chloé. Est-ce que ça arrive dans ce genre de disparition inquiétante? On a beaucoup d'exemples en tête qui malheureusement n'avaient pas d'issue aussi heureuse. Est-ce que ça arrive tout de même assez, dans une proportion assez importante? Écoutez, je pense que dans la majorité des cas, ces enlèvements de joggeuses justement, hein, puisque on a le sentiment un petit peu que ça devient quelque chose de récurrent. Hein, ces joggeuses qui sont victimes d'agressions, d'enlèvements par des personnes, soit par des personnes qui rôdent, soit par des personnes qui sont des proches et des familiers. Voilà, mais qu'on retrouve les personnes vivantes, oui, mais bon, pas dans ces conditions-là, pas dans ces circonstances-là, parce que là, on a quand même, disons, bien malin celui qui aurait pu penser, avec tous les indices et tout ce qui entourait, toutes les circonstances qui entouraient cette disparition, qu'il s'agissait en fait d'une fugue. Une fugue, bon, alors, après... bien sûr, il va falloir déterminer. Les recherches ne font que commencer, le travail d'enquête, et il va falloir déterminer quand même dans quelles conditions c'est dérouler cette fugue. Est-ce qu'elle a été volontaire ou est-ce qu'elle a été provoquée? Bon, est-ce qu'on n'est pas là en face d'une personne qui manifeste le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qui a été enlevée et qui a pris fait et cause pour son agresseur, enfin son enleveur, son kidnappeur. Maintenant, bon, si c'est quelqu'un qu'elle connaît, bien sûr, on peut essayer de déterminer un scénario. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des zones d'ombre. Le fait qu'elle soit partie sans son téléphone, voilà, qu'elle ne donne aucune information, sachant très bien que là, il y avait un dispositif de recherche, des gens qui passent, ça a été largement médiatisé, vous voyez, donc voilà, et déterminer quel a été leur emploi du temps aussi à tous les deux pendant ces jours-ci, là. Voilà. Donc, voilà, c'est surprenant, bon, tant mieux, hein, une fin heureuse, on ne va pas s'en plaindre, voilà, et bon, on pourrait profiter un petit peu de l'occasion là, si vous voulez, parce que au départ, quand l'affaire a commencé, bon, on se dit tiens, encore une joggeuse. Et c'est pour ça que je parlais d'un mode opératoire tout à l'heure. Mais il serait peut-être pas inutile de prévenir les jeunes femmes ou les gens qui ont l'habitude de faire des jogging, d'essayer d'éviter le plus possible des endroits, voilà, qui peuvent être dangereux, des endroits isolés, des heures. Bon, là, c'est une heure très matinale. 5h45, elle était partie, ouais. Voilà, 5h45. Et si elle avait l'habitude de passer alors à cette heure-là, les mêmes endroits, vous voyez, donc bon, je pense qu'il faut aussi essayer de tirer les leçons positives de cette affaire, de cette histoire. Vous restez avec nous, Alain Vasquez. On parlait des circonstances. Mélanie Vecchio, justement, dans quelles circonstances la jeune fille a-t-elle été retrouvée? Alors, on sait qu'elle a été retrouvée dans un camping. Elle n'était pas toute seule. Elle était accompagnée d'un homme, visiblement un ami. Alors, on ne sait pas si c'est son ancien petit ami ou un ami d'enfance, comme nous l'a confié son oncle. On sait également qu'elle dit avoir été... Alors, ce sont les gendarmes qui sont allés à sa rencontre. Et elle déclare être partie volontairement, donc pas du tout sous la contrainte. Ce serait visiblement une fugue. Elle n'a pas été forcée. Elle dit également qu'elle ne pensait pas que le dispositif de recherche s'allongerait dans le temps, qui pour elle, en fait, ce dispositif de recherche allait être levé. Donc visiblement,
visiblement, elle n'avait pas conscience, en tout cas, du déploiement du nombre de forces de sécurité qui avaient été mises en œuvre d'un côté et la battue organisée avec des volontaires, des bénévoles de l'autre, puisqu'elle dit justement que ce dispositif allait être levé. Ce que l'on sait également, c'est que c'est entre autres grâce à la téléphonie mobile que les gendarmes ont pu retracer son itinéraire. On sait que Chloé est partie avec, en tout cas qu'elle n'est pas partie avec 2 téléphones portables. Ces 2 téléphones portables, un lui appartenait, un autre appartenait à sa mère. En tout cas, elle le partageait avec sa mère. Ils avaient été laissés au domicile. Sa mère avait également dit que l'un des téléphones portables avait été prêté à un proche de la famille. Donc, elle partait sans ses téléphones portables, ce qui était quelque chose de récurrent chez elle. Ses amis nous ont également dit qu'elle n'avait pas l'habitude, parfois, de prendre toujours ses téléphones portables, même quand elle venait travailler, et que ça ne les étonnait pas plus que ça finalement. Donc, sans téléphone portable, mais les enquêteurs sont tombés sur un autre téléphone portable. Ils ont remonté ce téléphone portable, l'ont géolocalisé justement dans ce coping de la Marne et sont tombés justement, en tout cas, ont fait des investigations pour trouver Chloé, qui est donc finalement partie, qui n'était pas toute seule, qui était en compagnie d'un jeune homme et qui dit avoir être partie volontairement. Alain Vasquez, est-ce que Chloé, maintenant qui a été retrouvée, risque peut-être des sanctions, un rappel à l'ordre? Qu'est-ce qui va se passer pour elle à la suite de cette découverte plutôt heureuse, mais tout de même qui a mobilisé de nombreuses forces de l'ordre sur le terrain, de nombreux moyens, et qui a également, on l'a vu tout à l'heure, fait déplacer plusieurs centaines de personnes pour cette battue? Tout à fait. Bon, évidemment, moralement, c'est quelque chose de très peu acceptable, hein, de déranger comme ça tout un système. Mais d'un autre côté, bon, elle n'a rien demandé, vous voyez. Donc, ça a été déclenché. Alors après, tout a été fait pour créer une sorte de mystère. Alors, faudra expliquer pourquoi aussi, vous voyez, mais il y a quand même... Il y a quand même, Alain Vasquez, pardonnez-moi, mais elle savait qu'il y avait un important dispositif parce qu'elle pensait que ce dispositif allait être levé. C'est-à-dire qu'elle était consciente qu'il y avait autant de personnes qui étaient à sa recherche. Elle aurait pu se manifester en disant, voilà, je suis à tel endroit, plutôt que de laisser comme ça pendant plusieurs heures toutes ces gendarmes et ces gendarmes mobilisés. Oui. Oui, bien sûr, mais on est même en droit de se demander si ces choses-là ont été faites sciemment ou pas. Mais bon, la justice sera en droit de lui demander des comptes, hein. Bon, maintenant, ça va pas chercher bien loin, hein. Le tout, c'est de savoir aussi, bon, si ça a été organisé, si ça a été préparé, ou bien si elle s'est retrouvée, elle, au moment où elle faisait de son jogging, à rencontrer. Bon, bien sûr, il serait venu, lui, il connaît ses habitudes, son ex-petit ami ou son petit ami, mais savoir où quand commence son consentement, par exemple, hein. Est-ce qu'elle a été persuadée une fois qu'elle était avec lui? Est-ce qu'elle a été amenée de force et persuadée par la suite? Bon, il y a tout un tas d'éléments qui devront être mis à plat et il faudra qu'ils s'expliquent l'un et l'autre d'ailleurs sur leurs agissements. Merci Alain Vasquez, commandant de police, ancien chef de groupe à la brigade criminelle. Mélanie Vecchio, dernière question. Donc Chloé, est-ce qu'elle va être entendue dans les prochaines heures peut-être par les enquêteurs? Oui, c'est ce qu'ont indiqué les gendarmes, hein. C'est courant, c'est dans la procédure puisqu'une enquête a tout de même été ouverte pour disparition inquiétante. Il faut clore cette enquête et justement tenter de trouver peut-être pas des explications parce que finalement Chloé, comme le disait Monsieur Vasquez, Chloé n'a pas de compte à rendre à personne. Elle est majeure, elle n'a pas demandé et surtout elle n'a pas mis les enquêteurs sur de fausses pistes, c'est-à-dire elle n'a pas laissé prétendre, elle n'a pas laissé croire qu'il s'agissait d'un enlèvement. Donc finalement il n'y a rien de répréhensible si ce n'est ne pas s'être manifestée quand effectivement elle a vu qu'il y avait un important dispositif qui avait été déployé. Donc on le rappelle, 75 gendarmes hier et plus de 100 gendarmes qui étaient à sa recherche aujourd'hui et en plus cette battue avec des bénévoles qui a regroupé plus de 250 personnes. Merci beaucoup. Merci. Mélanie. Chloé, 20 ans, retrouvée vivante et en bonne santé donc ce samedi dans la Marne. On va revenir bien sûr sur cette information tout au long de l'après-midi, sur cette bonne nouvelle. On parle également de ce rassemblement dans le Tarn, manifestation prévue tout ce week-end contre un projet d'autoroute à Saïs, l'A69, qui doit relier Castres à Toulouse en 1 heure d'ici à 2025. 4800 défenseurs de l'environnement notamment sont présents ce samedi selon les organisateurs. On va rejoindre sur place Chloé Giraud. Rassemblement qui se veut bon enfant. Quel est le programme, Chloé ?
Oui, c'est très bon enfant. On a eu des concerts de percussion juste avant le départ de la manifestation. Après, ce sera une course de caisse à savon. Donc, c'est une ambiance qui est festive et familiale avec, vous le disiez, 4800 participants d'après les organisateurs. Cette ambiance festive et familiale, elle est voulue depuis le début par les organisateurs. C'est ce qu'ils nous disent depuis hier. Et si cela se passe de cette manière-là, c'est-à-dire dans une ambiance familiale et pacifique, eh bien, les autorités leur ont assuré, eh bien, que les forces de l'ordre resteront à l'écart et se feront discrètes. En revanche, la préfecture du Tarn a énoncé un certain nombre de limites à ne pas dépasser. Par exemple, ne pas mettre en place de ZAD, de zones à défendre, ne pas s'en prendre aux institutions ou aux entreprises qui pourraient être présentes sur le parcours de cette manifestation, ou encore ne pas s'en prendre au matériel du chantier de l'opérateur de cette autoroute A69. Pour s'assurer que ces limites ne sont pas dépassées et pour intervenir en cas de débordement, il y a un dispositif de sécurité important qui est néanmoins présent, même s'il se fait discret. Près de 800 policiers et gendarmes équipés de 7 drones qui pourront fournir des images en direct au poste de commandement. Voilà pour cette manifestation donc qui a débuté et qui devrait donc s'étendre sur une dizaine de kilomètres cet après-midi. Chloé Giraud en direct de Saïs avec Simon Pires de Souza. Qu'est-ce que ce projet d'autoroute A69 exactement? Combien coûte-t-il? Écoutez les explications de François Pitrel, notre journaliste environnement. C'est une autoroute donc de 53 km en 2 fois 2 voies, parce qu'aujourd'hui il y a une route nationale qui parfois est en 2 fois 2 voies mais pas tout le temps. C'est un projet qui coûtera à peu près 500 millions d'euros, essentiellement sur des fonds privés. Donc le financement de cette autoroute a été à un moment porté par le public et puis finalement il s'est retiré. Donc là aujourd'hui c'est quasiment en très grande majorité des fonds privés. Il y est censé circuler sur cette autoroute environ 8000 véhicules par jour et le coût de cette autoroute, de ce trajet autoroutier, ça sera environ 17 euros pour rallier Castres à Toulouse contre 0 euros ou en tout cas 1,80 € si on prend la rocade toulousaine aujourd'hui. Ça fera gagner du temps, ça peut permettre de développer l'économie d'après les promoteurs du projet et il y a des compensations écologiques qui sont avancées. Près du quart du budget de cette autoroute va être destiné à compenser les désagréments sur l'environnement de la construction de cette autoroute. Vous en parlez en titre, l'une de nos autres actualités de ce samedi, c'est cette illustration du manque de personnel à l'hôpital public à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. L'hôpital Robert Ballanger est contraint de fermer ses urgences ce week-end et toutes les nuits du 24 avril au 2 mai. Un service qui couvre un bassin de population d'environ 400 000 habitants. Les patients, forcément, qui sont invités à contacter le 15 pour être réorientés, ne cachent pas leur inquiétude. Guillaume Barqui. Ce camion de pompiers est l'unique véhicule à pouvoir encore pénétrer à l'intérieur des urgences de l'hôpital d'Aulnay. Car les urgences n'acceptent plus personne. Franchement, je suis pas d'accord parce que c'est un truc essentiel et on a besoin d'eux. Il faut pas jouer avec la santé des gens. Une décision radicale de la part de l'hôpital Robert Ballanger qui n'accepte désormais que les patients programmés ou les urgences amenées par les pompiers ou encore le SAMU. Mais il arrive que les ambulances soient déroutées des urgences et obligées d'emmener leurs patients dans un autre hôpital. Par exemple, si un exemple, je prends ici un patient, qu'on me refuse un exemple ici, que je vais ailleurs peuvent me dire c'est pas notre secteur, on prendra pas. Du coup, on se retrouve avec un patient, on peut faire 2-3 chemins avec lui, 2-3 routes, et qu'à la fin, on se retrouve à 3 hôpitaux, 4 hôpitaux, et au 4e, ils vont le prendre. Une situation tendue derrière les murs de cet établissement. Certains soignants dénoncent le manque chronique de personnel. Il y a un manque d'effectifs dans à peu près tous les services, des heures sup un peu de partout. Il y a des personnes qui sont parties depuis le Covid, qui sont pas revenues depuis. Qui dit manque de médecins, dit réduction de lits. Donc des patients qui attendent aux urgences des fois pendant beaucoup de jours. Cette situation doit durer tout le week-end, jusqu'à lundi 8h, puis toutes les nuits de 18h à 5h du matin, jusqu'au 2 mai. La politique, loin de l'agitation autour des déplacements d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen était sur le terrain ce matin en Isère. Un bain de foule sans incident. Loïc Besson et Joanne Chérifi ont suivi ce déplacement. 1 heure de déambulation, Marine Le Pen qui est venue apporter son soutien au monde agricole et plus globalement à la ruralité. Pas d'annonce particulière, c'était pas le but. 1 heure de déambulation, ça veut dire moins 30 mètres d'avancée en réalité, tant on peine justement à marcher. Marine Le Pen qui est surtout venue s'offrir de belles images parmi la foule pour contraster avec celle du président cette semaine. Emmanuel Macron est totalement bunkérisé, il ne peut plus sortir de l'Elysée.
sans susciter l'ire d'un peuple qu'il refuse d'entendre et qu'il refuse d'écouter et dont il refuse de respecter la volonté. Il ne faut pas qu'il s'en étonne. Je l'ai entendu exposer des définitions de la démocratie qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Il va falloir lui dire que la démocratie, contrairement à ce qu'il pense, c'est pas uniquement faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. La démocratie, c'est respecter la volonté du peuple. Quand le peuple dit non, c'est non. En même temps, Marine Le Pen, fidèle à sa stratégie, cherche à jouer l'apaisement. Je ne souhaite pas voir le président de la République être insulté. On peut exprimer son opposition et le faire de manière courtoise, nous répond-elle. Et en même temps, dit-elle encore, il est à l'origine de ce désordre, du chaos et donc de cette colère. Sa réponse à Marine Le Pen quand on lui fait remarquer qu'on ne gère pas un pays seulement en faisant des selfies pendant des heures. Sa réponse donc, les Français ont besoin d'être aimés. Le mépris, l'arrogance, la brutalité, ils ne le pardonnent pas. C'est aussi cela les ingrédients d'un fonctionnement apaisé du pays, dit-elle. Et on en sait plus désormais sur le sort du policier mis en cause dans l'accident de scooter de la semaine dernière, transportant 3 mineurs à Paris. Et il a été mis en examen hier pour violence. 2 des 3 passagers du scooter ont été gravement blessés. La conductrice, une jeune adolescente, est sortie du coma hier, mais elle est toujours gravement touchée au dos. Le policier va être entendu. Évidemment, il a été placé en détention provisoire. 14h48, ce sont les vacances maintenant pour la zone C, et un chassé-croisé pour tous ces 3 zones, donc désormais en vacances. Et il faut prévoir forcément avant de partir et avant l'été qui approche à grands pas, eh bien les passeports, et pas facile toujours de les avoir dans les délais convenables. Mais la Première ministre a promis que ça irait beaucoup plus vite. Guillaume Barki, Louis Kelaf, pardon. Elle a bataillé pendant 4 mois. Et le voici enfin. Un nouveau passeport qui s'est fait attendre. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir un rendez-vous dans la journée. Je n'avais jamais de créneau disponible. Car les délais de traitement sont très longs. Environ 3 mois la plupart du temps. Dans nos tiroirs, on est environ à 300 demandes. C'est beaucoup. C'est pas mal, oui. La commune du Bouscat fait partie des plus chanceuses. Sur les 353 communes de Gironde, seulement 75 comme elle sont équipées de machines qui accélèrent la procédure. On ne prend pas seulement nos usagers, on doit prendre l'ensemble des demandes de tous les usagers qui se présentent à nous, qu'ils soient du département, hors département, de notre ville ou pas. Ici ou ailleurs, on se retrouve en fait à devoir refuser des rendez-vous. Chaque jour, plusieurs centaines de demandes. Et dans le lot, des Parisiens qui tentent leur chance. Car dans cette mairie de la capitale, aucun rendez-vous n'est disponible sur plusieurs mois. Je passe même mes identifiants à des amis pour pouvoir avoir un rendez-vous si je suis au travail ou je ne peux pas regarder. C'est les réseaux sociaux, demander à d'autres parents si éventuellement ils ont un créneau et qu'ils ne peuvent pas s'y rendre parce qu'ils ont un impératif. Hier, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la mise en place de 650 bornes de recueil d'empreintes et la connexion de toutes les petites communes au site de prise de rendez-vous. Objectif, délivrer des titres en moins de 30 jours d'ici cet été. Votre programme avec Décopierre. Tout le charme de la pierre naturelle avec l'enduit Décopierre. L'art de créer la pierre, décopierre.fr. Retrouvez votre programme avec Contact Hôtel. Contact Hôtel. 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. L'infotrafic, c'est le début des vacances pour la zone C. Et Bison Futé voit orange aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France et dans le sens des retours dans le sud-est. Demain, ça roule vert dans les 2 sens. C'était votre programme avec Décopierre. Tout le charme de la pierre naturelle avec l'enduit Décopierre. L'art de créer la pierre, décopierre.fr. C'était votre programme avec Contact Hôtel. Contact Hôtel. 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. Tout de suite, la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori.
Des conditions très agitées pour cette fin de semaine. Déjà pour cette journée de samedi, on a beaucoup d'instabilité avec cette dégradation qui circule sur le pays. On le voit ici, cette bande nuageuse qui s'étend des Pyrénées en montant sur les régions du nord. Et puis associée à ces pluies, on a quelques orages. Donc des conditions très agitées. Et ce n'est pas fini puisque nous allons retrouver pour demain matin cette nouvelle dégradation qui va partir de l'Atlantique, remonter jusque sur la Normandie, une partie des Hauts-de-France également, avec des pluies qui seront soutenues. À l'arrière, ce sera un ciel de traîne assez actif. À l'avant, déjà, quelques nuages, quelques pluies. Ce sera plus calme sur le sud-est du pays en remontant sur les régions de l'Est. Mais dans le courant de l'après-midi, la dégradation va gagner du terrain, plus à l'Est, évidemment. À l'arrière, une traîne qui sera assez active. Et puis là aussi, on aura des pluies bien soutenues sous la perturbation. Localement, de l'orage toujours, accompagné de grêle. Soyez prudents. Et puis ces pluies qui continueront d'épargner le littoral méditerranéen. Un coup d'œil à vos températures pour demain matin. Des valeurs qui seront comprises entre 4 et 14 degrés. 4 à Aurillac, 14 à Biarritz, 11 à Paris. Ça remonte un petit peu et dans le courant de l'après-midi, les températures seront comprises entre 13 et 22 degrés. Ce sera pour Montélimar. Il fera 13 degrés du côté de Rouen. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Et les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. DS4 Intense, quand la technologie rêve de voyage. DS Automobile présente sa nouvelle collection. DS4 Esprit de voyage. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine garantit 25 ans. Installée chez vous pour 7 400 € le 3 kg. 7 400 €, pause incluse. Oui, 7 400 €. Appelez vite le 3620 et dites Groupe Verlaine. 3620 Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Au cours des années, votre vie changera. Votre famille changera. Mais avec les lits, matelas, oreillers et accessoires Emma, votre sommeil restera toujours aussi agréable. Profitez de réductions jusqu'à 40% et de 100 nuits d'essai gratuits sur emma.fr. Ça continue. Chez Ixina, comme on s'adapte à tous les budgets, on continue à vous offrir jusqu'à 6 électroménagers sur votre nouvelle cuisine. Ixina, oui à vos rêves. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Prenez un petit café. Ah ouais. Canapé Selva. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut mettre dans un aussi grand coffre. Retrouvez-le sur conforama.fr. L'instinct. Une fulgurance qui nous pousse à agir. Un battement de cœur. Une émotion brute. Constamment, nous devons nous réfréner. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. Cupra Born 100% électrique. Autonomie exceptionnelle jusqu'à 550 km. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails.
Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. Des panneaux photovoltaïques, c'est hors de prix. Faux. Pour profiter de notre offre, appelez le 3620 et dites InnoGreen. InnoGreen pour être sûr de ne pas se tromper. Soyez peinard. Soyez pénible. Soyez pas toujours fiable. C'est toi. Allô? T'as pas oublié la danse? Non. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien, regarde ça part, direct. Soyez sur la même longueur d'onde. Trop le seum. De ouf. Mais c'est claqué au sol votre truc. Ou pas. Parce que vous avez besoin d'une bonne connexion partout dans la maison, profitez d'un Wi-Fi performant et amplifié. SFR, soyez vous. De ouf. Écrire un nouveau chapitre est la sensation la plus palpitante au monde. On peut trouver 1001 raisons de se lancer. Et la puissance d'une idée ne dépend que de notre audace. Car le progrès est avant tout une affaire de personnalité. Papa, tu peux aller à la fête foraine samedi? Ah bah non, on devait tous aller à l'aquabike. Émile Durand? Oui, c'est ça. Je vais me rapprocher d'Émile en Léo, et une fois qu'on se rapproche, je lui dirai que je suis Marilus. Tu arrêtes avec Léo et on prend une vie normale. Ça a un peu trop bien marché mon plan. C'est pas drôle. On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, Se Loger, vous avez les clés. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. L'hybride Vitara, ça ne se raconte pas, ça se vit. Découvrez la gamme Suzuki Vitara hybride à partir de 249 € par mois. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspirateur le plus puissant de Dyson nettoie en profondeur, idéal pour les foyers avec animaux. C'est la saison des allergies. Découvrez aussi nos purificateurs d'air. Rendez-vous sur Dyson.fr. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Un rassemblement a lieu cet après-midi à Saïs dans le Tarn pour manifester contre le projet d'un tronçon sur l'A69 entre Castres et Toulouse. 4800 personnes sont rassemblées selon les organisateurs. Manifestation qui se veut festive, physionomie bien différente de Sainte-Soline, jusqu'à maintenant en tout cas. La fin de la frayeur pour les proches de Chloé, 20 ans, retrouvée après avoir disparu hier matin. Elle faisait un jogging à Damartin en Gouelle, en Seine-et-Marne. Elle a été découverte saine et sauve à Larzicourt, dans un camping de la Marne, auprès d'un jeune homme. Tous les détails, les explications dans cette édition. Les urgences de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois passent en mode dégradé ce week-end en raison d'une pénurie de médecins. Seuls les patients transportés par le SAMU et les pompiers pourront être pris en charge. Un rassemblement a donc lieu cet après-midi contre un projet d'autoroute dans le Tarn, projet de tronçon de 53 km entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute surveillance. Un mois après les violences de Sainte-Soline, 800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ça se passe de manière festive et bon enfant cet après-midi. Chloé Giraud, vous êtes sur place à Saïs dans le Tarn pour BFM TV. C'est une manifestation autorisée et parmi les personnes présentes, Sandrine Rousseau qui est à vos côtés. Effectivement, ici, il y a des anonymes, il y a des militants qui font partie du milieu associatif et aussi des élus comme vous, Sandrine Rousseau. Bonjour. Vous êtes ici donc pour manifester aux côtés des manifestants contre ce projet de l'autoroute A69. On rappelle que le chantier, il a déjà commencé. Est-ce que c'est pas trop tard finalement? C'est jamais trop tard. On peut toujours arrêter un projet. Et là, en l'occurrence, vu le monde qui s'est mobilisé contre ce projet, je pense qu'il faudrait vraiment regarder ça parce que c'est un projet d'un autre temps. C'est un projet des années 80-90. C'est un projet
projet qui pense les territoires uniquement avec les routes qui le rejoignent et pas sur leur résilience. C'est vraiment un projet complètement dépassé. On parle d'anéantissement de la biodiversité aujourd'hui, d'anéantissement. On parle d'un réchauffement climatique qui devient hors de contrôle et la seule chose qu'on fasse, c'est des routes. Franchement, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, libérons-nous d'un système productiviste qui va nous mettre en danger, qui nous met déjà en danger, et construisons un autre modèle de société. Et là, les gens qui sont là racontent ça en fait. Et il y a beaucoup de gens pour défendre un autre projet de société. Mais il y a des habitants, il y a des locaux qui sont pour ce projet parce qu'ils empruntent cette route quotidiennement ou plusieurs fois par semaine pour aller travailler notamment, parce que ça les rapprocherait de la ville. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Moi, je leur dis qu'un projet qui fait dépendre la mobilité uniquement de la voiture, c'est un projet qui est dangereux écologiquement, mais aussi socialement. Parce que, en fait, là, c'est la fin de la voiture. Enfin, il va falloir changer nos modalités de mobilité. Et donc, faire une autoroute, là où il y a déjà une route. Il y a déjà une route, hein. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'autoroute petit 1 et petit 2. Vraiment, c'est vous enfermer dans un modèle qui est dépassé. C'est vous faire croire que c'est ça l'avenir, alors que c'est pas du tout ça l'avenir. Une dernière question. L'une des craintes des autorités, en tout cas l'une des limites qui ont été fixées à ne pas franchir, c'est l'installation de ce qu'on pourrait qualifier d'une ZAD, d'une zone à défendre. Vous, comment vous vous positionnez sur cet aspect-là ? Mais les gens qui sont là ne sont là que pour défendre la planète. Hein. La planète, c'est notre planète à tous et toutes. Et voilà, moi, là, aujourd'hui, c'est une manifestation nombreuse, familiale, enthousiaste. Il y a des gens qui chantent, qui dansent. Vraiment, on verra ce que ça devient. Mais le danger, c'est pas nous. Le danger, c'est la route, là. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Donc voilà, cette manifestation, elle a débuté depuis une grosse demi-heure maintenant dans une ambiance festive et familiale, vous l'entendez, avec des forces de l'ordre que l'on ne voit pas du tout pour le moment, comme c'était prévu d'ailleurs et comme ça a été conclu avec les autorités. Merci Chloé Giraud, en direct de Saïs avec Valentin Rivolier et Lénaïque Gouirec à vos côtés. Bonjour Martial Gerlinger, vous êtes directeur général d'Atosca, entreposage, service auxiliaire de transport, c'est votre activité, c'est votre société qui est donc la société concessionnaire de cette section d'autoroute. On vient d'entendre la députée NUPES Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, vous reprocher un projet qui serait obsolète, qui ne serait plus adapté aujourd'hui, qui défendrait la voiture alors qu'il faudrait changer de mobilité. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bonjour à tous. Alors effectivement, je crois que on partage tous la nécessité qu'il faut améliorer la desserte du territoire de Castres-Mazamet, un bassin important de 140 000 personnes, de 50 000 emplois. Donc il s'agit de trouver des solutions pour améliorer la mobilité de ce territoire. Des solutions ont été identifiées, c'est l'autoroute que je suis en train de réaliser. Ce que je peux dire, c'est que bien entendu, je tiens compte des enjeux actuels environnementaux, des enjeux actuels de transition énergétique. Moi, ce que je veux d'abord, c'est répondre à l'attente de ce territoire qui, à 75%, a indiqué qu'il était pour cette autoroute, qu'il l'a trouvée utile. Mais je veux aussi faire une autoroute de son époque, une mobilité décarbonée de son époque, qui permette à chacun d'avoir des conditions sûres de trajet et rapides. Améliorer l'aménagement de la RN 126, ça serait couper énormément d'arbres. Et aujourd'hui, vous avez à peu près 1600 platanes qui sont tout le long de cet axe, si on devait le réaménager, qui est la solution alternative proposée par les opposants. Qu'est-ce que vous répondez aux opposants qui estiment que c'est un projet qui n'est pas assez sobre, qui impacte l'environnement ? Est-ce que vous auriez pu faire un projet qui impacte beaucoup moins l'environnement ? Nous avons véritablement travaillé depuis très longtemps avec ce territoire. Depuis 1 an et demi, nous avons de très nombreuses réunions, des réunions publiques, 11 réunions publiques avec 1000 riverains, des réunions avec 120 personnes au total pour trouver la meilleure solution, pour optimiser l'impact de cette autoroute et le minimiser en effet. Nous avons réussi à économiser 80 hectares de terres agricoles, de terres naturelles par rapport au projet d'il y a quelques années. Nous avons réussi à éviter de nombreux bâtis, à éviter des zones sensibles environnementalement. Il y a effectivement un impact résiduel sur les arbres, sur quelques zones humides. À titre d'illustration, il y a moins de 20 hectares de zones humides qui sont impactées par notre projet. Nous allons renaturer, restaurer
55 hectares de zones humides. À titre d'illustration, quelques carrières qui sont aujourd'hui en fin d'activité, qui sont utilisées comme des décharges, qui vont être renaturées, restaurées totalement. Nous allons effectivement couper quelques arbres, à peu près 200 arbres d'alignement vont être coupés, dont 50 platanes. Nous allons en replanter 400 au total. Sur l'ensemble des arbres et arbustes du... Oui, mais qui vont retrouver une dynamique. Ce que je peux dire aussi, c'est que ces mesures compensatoires, nous allons faire le nécessaire pour qu'elles fonctionnent correctement. Il y aura un comité de suivi des mesures compensatoires qui va être mis en place, y compris avec les associations de protection de la nature. Et nous allons travailler sur les bons plans de gestion, sur les 55 années de la concession, pour que cela fonctionne et que nous ayons une obligation de résultat sur ces mesures compensatoires. Je voudrais revenir sur l'exemple que vous avez vous-même évoqué, celui de ces arbres que vous allez replanter. Alors pour ces arbres qui vont être replantés, vous dites que d'autres, vous avez dit qu'ils seraient bien plus petits, vont être donc remplacés. Il y en aurait le double, mais tout de même, cette dynamique dont vous parlez, elle va prendre des années, des dizaines d'années. Quand on abat un platane avec des dizaines de milliers de feuilles pour les remplacer par de petits arbustes, on imagine que c'est pas le même rendu. Déjà, nous ne remplaçons pas par des arbustes, mais bien par des vrais arbres à haute tige qui seront là dès le départ. Pas du tout le même gabarit quand même. Au total, je peux même dire que sur l'ensemble des arbres, sur l'ensemble des arbustes, des espaces boisés du territoire concerné, nous allons replanter 5 fois plus. Donc je pense que... De quel type d'arbre? Des arbres de haute tige, des buissons, un plan paysager. Il y a pour nous un vrai enjeu à intégrer l'autoroute dans son territoire. Et c'est pour ça que tout le long de l'autoroute, il y a un enjeu paysager extrêmement fort et des replantations qui seront réalisées. Des arbres qui seront très rapidement amenés à jouer pleinement leur rôle. Il y a aussi un aspect financier. Si je ne me trompe pas, il faudra débourser 17 € pour un aller-retour sur cette autoroute. C'est pas donné quand même. C'est un tarif qui est tout à fait dans la moyenne des autoroutes récemment mises en service côté français. Je peux aussi préciser qu'il y aura des réductions. Par exemple, tous les véhicules électriques auront d'emblée une réduction de 20%. Il y aura des systèmes d'abonnement qui iront jusqu'à 60-70%. Ce que je peux dire aussi, c'est que le sondage que j'évoquais tout à l'heure des 75% des Sud-Tarnais qui sont favorables à ce projet, qui trouvent qu'il est utile, ce sondage il a été réalisé il y a quelques semaines en pleine connaissance des tarifs que vous évoquez. Donc ça montre bien globalement... Ce sont des personnes qui habitent sur le tracé de cette autoroute qui ont été interrogées, évidemment. Exactement, bien entendu, sur le sud du Tarn. Donc ceci montre bien que pour, par exemple, quelqu'un qui aura un véhicule électrique qui fait du trajet domicile-travail, le trajet serait à 2,70 €, ce qui est tout à fait accessible. Ceci est aussi à mettre en balance avec non seulement le gain de temps, mais aussi le gain de sécurité. Vous avez aujourd'hui sur la RN 126 10 accidents mortels en 10 ans. Donc vous voyez bien l'enjeu qu'il y a aussi à améliorer le confort et la sécurité de ce qu'on retrouve sur une autoroute. Merci beaucoup Martial Gerlinger d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Atosca, qui est à l'origine de ce projet de tronçon d'autoroute entre Castré et Toulouse. Pourquoi ce projet est ici contesté? Écoutez les explications de François Pitrel, notre journaliste environnement. Il y a une sorte de dissonance entre ce qu'annonce le gouvernement, les engagements que prend la France au niveau international, qui dit vouloir baisser les gaz à effet de serre, et engager des travaux autoroutiers qui vont permettre à plus de véhicules de circuler et donc d'émettre plus de pollution, plus de gaz à effet de serre. Donc il y a cette dissonance et donc ce projet, en fait, il est un peu daté. Il a plusieurs dizaines d'années et s'il était monté aujourd'hui, peut-être que d'autres alternatives auraient été envisagées. D'ailleurs, c'est ce que demandent pas mal de militants écologistes, c'est de dire que l'hypothèse de faire par exemple une ligne de train entre Castres et Toulouse n'a jamais vraiment été étudiée. Or, des rails existent déjà sur ce secteur. Et puis, le coût de cette autoroute est aussi largement contesté. C'est très cher. Une commission d'enquête qui avait été menée par le tribunal administratif de Toulouse avait d'ailleurs noté que le coût de cette autoroute était dissuasif pour les usagers occasionnels, mais même les usagers réguliers. Donc, beaucoup d'arguments qui sont donnés, on va dire, assez pragmatiques. On n'est pas forcément sur de l'idéologie. Il y a peut-être des alternatives qui n'ont pas été assez recherchées.
À 15h11, on en vient à présent à ce soulagement. Après des heures et des heures, plus de 24 heures d'inquiétude, Chloé, 20 ans, a été retrouvée vivante à Larzicourt, dans la Marne. La jeune femme était portée disparue depuis hier matin, après être partie faire un jogging à Dammartin-en-Gouel. C'est en Seine-et-Marne. Mélanie Vecchio du service police-justice est avec nous pour décrypter cette actualité. Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à la jeune femme? Alors c'est un gros travail d'enquête qui a été effectué en quasiment 24 heures, puisqu'ils ont d'abord effectué tout un travail de recueil de témoignages, la famille, les amis, la famille et les amis d'un premier cercle, amis d'un second cercle, notamment les anciens petits amis de Chloé. Ensuite, ils ont analysé la téléphonie mobile et c'est là qu'ils ont intercepté un message envoyé d'un téléphone portable et signé, en tout cas disant qu'il s'agissait de Chloé à l'un de ses anciennes amies. Il faut savoir que Chloé, elle n'avait pas pris ses 2 téléphones portables, qu'elle les avait laissés chez elle. Sa maman disait qu'elle en avait prêté un à l'un de ses proches et c'est c'était notamment un facteur d'inquiétude pour ses proches, justement, de savoir qu'ils ne pouvaient pas la joindre. Donc ces gendarmes, ils ont intercepté un message écrit par Chloé avec le téléphone d'une autre personne et c'est en bornant ce téléphone, donc qui appartient à une autre personne, qu'ils sont remontés jusqu'à sa piste. Il faut dire aussi qu'ils ont pu exploiter énormément de caméras de vidéosurveillance. Sur l'une d'entre elles, on voit un véhicule qui passe justement devant cette caméra à l'heure approximative à laquelle Chloé est censée avoir disparu. Ils ont pisté, entre guillemets, ce véhicule sur d'autres caméras de vidéosurveillance et sont donc remontés. Ce véhicule-là et le téléphone portable appartenaient à la même personne et tout leur indiquait que cette personne et donc Chloé se trouvait dans un camping dans la Marne. On voit les images de cette battue qui a eu lieu tout à l'heure. Chloé donc retrouvée dans la Marne à plus de 200 km de Dammartin. Elle a été retrouvée par des gendarmes. Elle a parlé à ces gendarmes. Qu'est-ce qu'elle leur a dit, Mélanie? Elle leur a tenu. Alors elle n'a pas. Elle était visiblement assez surprise. Elle n'était pas seule. Chloé, quand les gendarmes se sont présentés, c'était tout à l'heure en tout début d'après-midi aux alentours de 13h30. Les gendarmes, donc grâce à différents moyens d'enquête, ont pu localiser Chloé. Et quand Chloé est face à ces gendarmes, elle va tout simplement leur expliquer que c'était un départ volontaire, qu'elle n'a pas été forcée à partir, que personne ne l'a contraint. Donc il ne s'agit là pas d'un enlèvement, qu'elle est partie de son propre chef, de son plein gré, mais surtout qu'elle n'avait pas finalement pris la mesure de ses recherches, qu'elle pensait que ses recherches allaient prendre fin assez rapidement et donc Chloé continuait entre guillemets à se cacher parce que bien évidemment elle avait conscience qu'on la cherchait, elle avait conscience que sa famille n'avait pas de nouvelles d'elle elle a justement argué le fait qu'elle pensait justement que ses recherches allaient prendre fin très rapidement et c'est pour cela qu'elle ne s'était pas manifestée. C'est donc à 200 km de là que Chloé a été retrouvée, mais elle était partie de Dammartin-en-Gouel. C'est là que l'on vous retrouve, Célia Justfredi. Vous êtes devant la gendarmerie de la commune. C'est là que Chloé pourrait être entendue prochainement. Oui, absolument. Il se pourrait que Chloé revienne ici et soit entendue par les gendarmes après sa fugue. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait donc fugué pour partir, comme le disait Mélanie Vecchio, avec un homme donc dans un camping dans la Marne. Mais les moyens ici qui ont été engagés ont été quand même assez considérables. Hier, on parlait de 75 gendarmes sur place. Aujourd'hui, ils étaient plus d'une centaine pour tenter de la retrouver. Des plongeurs avaient également examiné les cours d'eau à côté du parc où elle se rendait fréquemment pour aller faire son jogging. Un hélicoptère avait survolé la zone et ce matin, on a pu voir la brigade cynophile avec un chien à Saint-Hubert pour essayer de retrouver sa trace dans la ville et dans les alentours. Et c'est vrai que c'est au moment de la battue où il y avait quand même plus de 200-250 bénévoles sur place que l'on a appris la bonne nouvelle où Chloé donc avait été retrouvée vivante. Tous ces bénévoles étaient vraiment soulagés. Les gendarmes sur place également. C'est une bonne nouvelle, c'est une jolie fin et on l'a appris donc tous ensemble lors de cette battue cet après-midi. Merci beaucoup Célia Justfredi devant la gendarmerie de Dammartin-en-Gouel, donc en Seine-et-Marne pour BFM TV. On le rappelle, la jeune fille Chloé, âgée de 20 ans, qui a été retrouvée à Larzicourt, c'est dans la Marne. C'est le scénario idéal, hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
C'est le scénario idéal pour la famille, pour la jeune fille et pour les enquêteurs. Parce que, eh bien, elle est toujours vivante. Ce n'est que, apparemment, on peut appeler ça une fugue ou pas, on verra. Ça, c'est le reste de l'enquête qui le dira. Toujours est-il que ça se termine bien. Et pour préciser les choses, dès le départ, les enquêteurs travaillent sur plusieurs hypothèses. Celle de la fugue ou du départ volontaire en fait partie. Il y a comme ça des petites cellules, chacun travaillant sur l'hypothèse, et quand on est dans une cellule sur son hypothèse, eh bien on déroule tous les fils qui sont les téléphonies, le contact avec les anciens compagnons, les nouveaux compagnons, les proches de la famille, les amis, etc., etc. Et c'est celle-là qui finalement a privilégié les autres. Et tant mieux pour la famille, tant mieux pour Chloé. Général, on aimerait comprendre également comment les enquêteurs travaillent en ce qui concerne le bornage, puisque c'est grâce à un téléphone mobile. Alors peut-être pas le sien, on ne sait pas encore, hein, l'enquête le dira, mais en tout cas c'est comme ça que Chloé a été retrouvée. Alors, le bornage va travailler sur des téléphones. Quels sont les téléphones? Et les téléphones connus, en l'espèce, c'est dans l'environnement qui a été fait de Chloé, c'est quels sont ses amis, son petit ami, son ex-compagnon, les téléphones de la famille, et on regarde où tous ces téléphones connus ont borné. Et à partir de ce moment-là, comme on va prendre contact avec eux, on va les suivre, etc., eh bien, ça va apporter des réponses. Et ces réponses, ça permet de voir que un des téléphones, eh bien, était le bon, c'est-à-dire peut-être celui de son ex-compagnon avec qui elle était. Et quand l'enquête se précise pour le contact avec le compagnon, c'est là qu'il tombe sur Chloé. Les gendarmes vont entendre Chloé. On le rappelle, on le disait, la gendarmerie a engagé de très importants moyens de recherche, lancé un appel à témoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une fois comme ça, que l'on retrouve une personne vivante et en bonne santé, bien sûr, le soulagement, c'est une bonne nouvelle, mais aussi le fait que ça ait mobilisé beaucoup de personnes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, on va réprimander la personne pour avoir mobilisé autant de moyens ? Alors, ça appartiendra au procureur de la République des suites à donner en fonction des déclarations de la personne. C'est-à-dire que si elle a monté de toutes pièces, comme on a pu le voir dans certaines affaires, faire une fausse déclaration et qui a généré des recherches, etc., c'est même punissable pénalement. En l'espèce, elle n'a pas fait de déclaration en amont, elle s'est simplement soustraite à la surveillance de sa mère, elle est majeure. Elle n'avait pas à justifier de son emploi et c'est la machine qui s'est mise en place pour voir toutes les hypothèses, dont celle, hélas, la plus tragique, et il fallait travailler rapidement. Donc là, le procureur appréciera en fonction des déclarations faites par Chloé s'il classe ou s'il va faire ne serait-ce qu'une réprimande, et une réprimande, ce qu'on pourra appeler, avant on appelait ça un rappel à la loi, qui est une admonestation verbale pour rappeler chacun à ses devoirs et au respect de la loi. Également dans l'actualité, cette illustration très probante, vous allez voir, du manque de personnel à l'hôpital public. À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, le CHI Robert Ballanger est contraint de fermer ses urgences à partir de ce week-end et toutes les nuits du 24 avril au 2 mai prochain. C'est un service qui couvre un bassin de population d'environ 400 000 habitants. Les patients sont invités à contacter le 15 pour être orientés, mais ne cachent pas leur inquiétude. Guillaume Barqui. Ce camion de pompiers est l'unique véhicule à pouvoir encore pénétrer à l'intérieur des urgences de l'hôpital d'Aulnay. Car les urgences n'acceptent plus personne. Franchement, je suis pas d'accord parce que c'est un truc essentiel et on a besoin d'eux. Il faut pas jouer avec la santé des gens. Une décision radicale de la part de l'hôpital Robert Ballanger qui n'accepte désormais que les patients programmés ou les urgences amenées par les pompiers ou encore le SAMU. Mais il arrive que les ambulances soient déroutées des urgences et obligées d'emmener leurs patients dans un autre hôpital. Par exemple, si un exemple, je prends ici un patient, qu'on me refuse un exemple ici, que je vais ailleurs peuvent me dire c'est pas notre secteur, on prendra pas. Du coup, on se retrouve avec un patient, on peut faire 2-3 chemins avec lui, enfin 2-3 routes, et qu'à la fin, on se retrouve à 3 hôpitaux, 4 hôpitaux, et au 4e, ils vont le prendre. Une situation tendue derrière les murs de cet établissement. Certains soignants dénoncent le manque chronique de personnel. Il y a un manque d'effectifs dans à peu près tous les services, des heures sup un peu de partout. Il y a des personnes qui sont parties depuis le Covid, qui sont pas revenues depuis. Qui dit manque de médecins dit réduction de lits.
Donc des patients qui attendent aux urgences des fois pendant beaucoup de jours. Cette situation doit durer tout le week-end, jusqu'à lundi 8h, puis toutes les nuits de 18h à 5h du matin jusqu'au 2 mai. Restez avec nous dans notre journal à 15h30. Nous reviendrons sur cette bonne nouvelle. Chloé qui a été retrouvée vivante après avoir été portée disparue hier après son jogging matinal. Elle a été retrouvée aujourd'hui par les gendarmes dans le département de la Marne, à 200 km de son point de départ hier en Seine-et-Marne. On vous donne tous les détails de cette bonne nouvelle donc cet après-midi sur BFM TV. Dans quelques instants, à tout de suite.